Welcome everyone. Today, Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées et le thème de cette année est le suivant: reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable par, pour et avec les personnes handicapées. Les personnes handicapées ont été affectées de manière disproportionnée par les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie. C'est pourquoi le thème de cette année insiste sur l'importance du renforcement de nos efforts collectifs pour l'accès universel aux services sociaux, la santé, la protection sociale, l'éducation, l'infrastructure numérique, l'information accessible, le chômage, etc., afin que les personnes handicapées ne soient pas laissées de côté en ces temps de crise. Et avant de commencer, sachez que vous avez des options en matière de langue. Si vous cliquez sur le petit globe en bas à droite de votre écran, vous verrez que l'interprétation est disponible en français, anglais et espagnol, ainsi qu'en langue des signes. Merci beaucoup à la ville de Léon au Mexique d'assurer les frais de ces interprétations aujourd'hui. Vous voyez également un onglet questions-réponses et je vous encourage à poser des questions via cet onglet au cours de cette discussion. Nous trouverons le temps de répondre à certaines de vos questions. Enfin, si vous rencontrez des problèmes techniques, merci d'écrire sur le chat et notre équipe de techniciens pourra vous aider. L'UNESCO a organisé une semaine d'événements et ce webinaire s'intitule Réponse incluant le handicap face au Covid-19 grâce à l'apprentissage ouvert et à distance. Et nous allons entendre beaucoup d'intervenants. Nous espérons aussi aborder les recommandations de l'UNESCO sur les ressources éducatives libres aujourd'hui, recommandation qui a été adoptée lors de la dernière conférence générale de l'UNESCO. Et très brièvement, je voudrais présenter nos panélistes. Nous avons le maire, M. Héctor López Santillana, maire de la ville de Léon au Mexique depuis 2015. Il travaille dans sa communauté depuis 50 ans et notamment par le biais d'investissements dans la région afin de bâtir des investissements durables et une éducation accessible. Et sous son mandat, la ville de Léon a reçu le prix de l'inclusion pour les personnes handicapées. Et cette ville a également rejoint la coalition des villes durables et inclusives de l'UNESCO. Nous avons également parmi nous le professeur Alan Tate, qui est professeur à The Open University au Royaume-Uni, ainsi que directeur du développement international et de la formation des enseignants là-bas. Et puis, il est également membre du Conseil international pour l'enseignement à distance au Royaume-Uni également. Nous comptons également la professeure Jutta Treviranus de l'Université de OCAD au Canada à Toronto. Et elle est professeure et directrice du Centre de recherche en conception inclusive. Ensuite, la professeure Diane Chambers est doyenne associée à la recherche à l'école d'éducation, coordinatrice de l'éducation spéciale et inclusive à l'Université de Notre-Dame en Australie. Et enfin, nous allons entendre Monsieur Bhaskar Bhattacharjee, qui est directeur de programme à Young Power in Social Action au Bangladesh et il est lauréat du prix UNESCO Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour l'autonomisation numérique des personnes handicapées par les technologies numériques. Bonjour à tous. Je vais commencer par donner la parole à Monsieur le maire, Monsieur Santillana. Vous avez dû gérer une série de problèmes pendant cette pandémie, donc donner des emplois aux travailleurs, les convaincre de travailler à la maison, l'éducation, la santé publique évidemment, et vous avez essayé de vous assurer que personne n'était laissé de côté. Alors comment avez-vous fait avec votre équipe pour que les personnes handicapées de votre ville recevaient le soin dont elles avaient besoin pendant cette année sans précédent? Merci Mélissa. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un véritable honneur pour nous que d'être invités à ce panel. J'espère que nous allons beaucoup apprendre lors de ces discussions avec les spécialistes qui participent également à ce webinaire. Pour nous, nous sommes animés par une conviction simple mais claire. Léon doit être une ville sûre et inclusive. Et nous ne devons laisser personne de côté. Nous devons inclure tous les citoyens dans le développement. C'est le fondement d'une société animée par la paix et la stabilité. Donc le gouvernement cherche à servir les personnes handicapées. Nous essayons de nous défaire des schémas bureaucratiques
avec un gouvernement qui permet de toucher tout le monde. Nous avons mis en place un service spécial de transport pour les personnes handicapées afin de leur donner un accès libre à l'éducation, à la santé, à la thérapie. Nous avons aussi créé 15 institutions d'éducation formelle pour les enfants handicapés dans la ville de León. Nous avons accordé plus de 2000 bourses aux étudiants. Nous avons également créé un service municipal spécial avec un programme en ligne grâce auquel les personnes peuvent avoir accès aux services bureaucratiques nécessaires pour leurs problèmes particuliers. Nous avons également fondé un centre d'attention spéciale avec des services de rééducation spéciale. Et nous essayons donc d'offrir tous les services nécessaires pour les personnes handicapées au quotidien. En termes d'emploi, nous avons également créé un test et un certificat spécial qui nous permettent d'identifier les besoins en termes de chômage. Nous avons mis en place un centre d'appel d'urgence qui est ouvert également aux personnes handicapées. Nous voulons sensibiliser les employeurs également. Et même pendant la pandémie, certains de nos employés travaillaient sur des programmes inclusifs. Et en matière d'environnement, nous avons 12 organisations de la société civile spécialisées dans les questions de handicap qui ont adopté des programmes de services. Et puis, nous avons incorporé les missions de nos citoyens, les visions de nos citoyens dans les politiques publiques en utilisant des directives avec l'aide des citoyens pour certaines campagnes telles que Cœur de Lyon, avec l'aide de l'Institut spécial Embodis qui se concentre sur la compréhension des problèmes de handicap et l'élaboration de politiques publiques inclusives qui nous permettront d'assurer le développement continu de notre ville afin de nous orienter vers une ville plus inclusive, inédite dans la région. Monsieur le maire, j'ai une autre question à vous poser. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus dans les détails de l'éducation? Comment est-ce que la ville a réussi à utiliser les technologies, par exemple? Nous avons tous dû travailler en ligne en matière d'éducation. Eh bien, nous essayons de faire de notre ville une ville intelligente en utilisant la technologie au service des plus vulnérables. Nous comprenons que la technologie est un moyen pour soutenir notre population et nous essayons donc de créer une culture citoyenne inclusive. Il y a des domaines prioritaires et nous accordons des financements, plutôt nous mettons en place des amendes pour ceux qui ne respectent pas cette démarche d'inclusion. Nous essayons d'adopter beaucoup de documents en langue des signes et nous adaptons notre système en général. Donc les programmes que nous essayons de promouvoir en matière d'éducation traduisent cette volonté d'inclusion. Tous les programmes virtuels que nous avons utilisés pendant la pandémie correspondent aux programmes utilisés en temps normal, par exemple les colonies d'été et les services habituels. Et je suis très fière d'un exemple en particulier, c'est le programme de thérapeutes qui a été mis en ligne afin d'offrir des services personnalisés physiques et psychologiques dans le cadre des services d'éducation. Et nous avons essayé d'offrir cette possibilité même à ceux qui n'ont pas accès à Internet. Autre mesure de soutien, les consultations spéciales
pour citoyens numériques, plutôt les consultations spéciales numériques pour les personnes handicapées. Il faut écouter ces personnes-là. Nous n'avons pas une approche populiste ou paternaliste. La pandémie et l'utilisation des technologies peuvent nous permettre de toucher des personnes que nous n'avions pas réussi à toucher auparavant. Beaucoup de ces pratiques perdureront de manière permanente à l'avenir. Très intéressant. Vous parlez de la nécessité de renforcer l'infrastructure numérique. Effectivement, on va en reparler dans quelques instants. À présent, je vais donner la parole au professeur Tate. Vous avez beaucoup évoqué dans votre travail la réalité de la vie des étudiants. Évidemment, cette réalité a beaucoup changé dans le monde entier au cours de l'année dernière. Et l'apprentissage à distance ouvert existait avant la Covid-19. Mais comment cet apprentissage s'est-il adapté à la Covid-19 ? Professeur Tate, je crois que votre micro est éteint. Merci beaucoup, Mélissa. Bonjour à tous ou bonsoir à mes collègues et amis du monde entier. C'est un privilège de contribuer à ce webinaire organisé par l'UNESCO. Merci beaucoup pour le maire de Léon pour ses commentaires passionnants. Effectivement, l'apprentissage à distance ouvert depuis la pandémie, c'est-à-dire depuis mars pour le Royaume-Uni et pour beaucoup de pays du monde, je crois, a été mise au premier plan en modèle de bonne pratique. Et si on regarde d'autres pays, il y a plus de 80 universités ouvertes qui sont axées sur l'apprentissage centré sur les étudiants. C'est-à-dire que nous essayons de répondre aux besoins des étudiants avant tout. Et lorsque l'on parle du soutien apporté aux étudiants handicapés, eh bien, nous avons une approche sociale. C'est-à-dire que nous estimons que nous avons une responsabilité à produire des ressources et des contenus adaptés à tous pour que les personnes handicapées ne soient pas désavantagées. Au Royaume-Uni, par exemple, nous avons adapté les universités et l'apprentissage ouvert et à distance est axé évidemment sur le principe du travail à domicile. Grâce à la technologie, ça fonctionne très bien en temps de confinement puisque les étudiants peuvent continuer leurs études de la même manière. Et pour beaucoup d'institutions d'enseignement, c'est difficile d'organiser des évaluations, par exemple. Notamment les examens qui autrefois étaient des examens diplômants en face à face dans les pays à revenus élevés, à revenus intermédiaires et à revenus faibles. Cela a pu poser problème. Et certaines mesures d'urgence ont été adoptées, notamment pour l'apprentissage sur campus, dont le niveau est très variable. Dans les pays à revenus élevés, les établissements d'enseignement ont dû fermer. Donc, la qualité de l'apprentissage a été largement amoindrie. Et je dois dire que la réputation de l'apprentissage ouvert et à distance peut attirer certains étudiants qui se retrouvent en confinement et dont tous les cours sont sur Zoom. Il y a peut-être quelques résultats positifs de cette pandémie, à savoir que toutes les institutions d'enseignement vont repenser leur système d'apprentissage et les recentrer autour des besoins des étudiants, que ce soit les étudiants handicapés ou les étudiants qui n'ont pas de handicap, les étudiants qu'on appelle ordinaires, plutôt que de séparer les étudiants handicapés dans une catégorie à part. Donc je crois que c'est un résultat positif. Très intéressant. Professeur Treviranus, que pensez-vous de ce que dit le professeur Tate? Que pensez-vous de cette inquiétude autour de l'expérience des étudiants qui est plutôt négative vis-à-vis de l'apprentissage à distance? Et puis deuxième question, en raison de votre expérience en technologie, dans quelle mesure avez-vous observé l'inclusion des personnes handicapées au sein de la technologie cette année? J'ai beaucoup apprécié ce commentaire
qui vise à ne pas avoir une approche paternaliste et qui vise à consulter les personnes handicapées au sujet de leurs besoins. Il faut aussi impliquer les personnes qui ont une expérience en matière de handicap dans l'élaboration de ces politiques, comme l'a dit Monsieur le maire. Pour ce qui est des effets divers de la pandémie, je crois que ces effets se font ressentir dans les pays développés ou sous-développés. L'un des problèmes, c'est que l'on part du principe que un groupe spécifique de personnes handicapées doit être inclus, et alors tout le monde sera inclus. Et on observe qu'il y a des disparités non seulement au sein des pays, mais aussi entre les pays, et la marginalisation des étudiants qui n'ont pas accès à la bande passante, par exemple, qui sont dans des familles nombreuses, qui n'ont pas accès à un ordinateur. Eh bien, l'un des problèmes qui se pose dans l'écosystème de la technologie pour les personnes handicapées, c'est que trop souvent, les technologies d'aide séparées ne sont pas toujours disponibles. Peut-être qu'elles sont disponibles à l'école, mais pas à la maison. Elles sont chères et donc elles ne sont pas toujours disponibles dans les pays en développement. Et on assiste à des inégalités au sein de chaque groupe et au sein de chaque pays. C'est pourquoi les systèmes ouverts sont plus efficaces pour ne laisser personne de côté et pour éviter la marginalisation, que ce soit pour des raisons économiques ou pour les ressources d'éducation ouvertes. Les ressources d'éducation ouvertes peuvent être adaptées, c'est-à-dire qu'un cours peut être présenté de différentes façons. La technologie ouverte donne l'opportunité de traduire, par exemple, en langues différentes ou d'ajouter des options ou des systèmes qui n'étaient pas nécessairement disponibles dans la version initiale. Et les universités ouvertes essaient également de s'adapter à un groupe plus vaste d'étudiants, et ainsi elles sont en général plus accessibles et elles essaient de lutter contre la marginalisation. L'une des leçons que nous pouvons tirer, c'est que tout ce que nous avons accompli pour soutenir l'accessibilité et les étudiants et les enseignants handicapés bénéficie à tout le monde actuellement, puisque actuellement on étudie tous en ligne et on travaille tous en ligne. Donc, il y a un mouvement contre le message politique mondial, c'est-à-dire que si on bâtit des systèmes qui fonctionnent pour les étudiants et les éducateurs handicapés, marginalisés, alors on crée des systèmes qui sont beaucoup plus résilients et qui finissent par nous servir également dans les situations de vulnérabilité. J'espère qu'en reconstruisant mieux, nous inclurons cette leçon. Il faut, au lieu de s'inquiéter de la majorité, puis par la suite des autres. Au contraire, il faut intégrer la coélaboration et la participation des personnes qui ont une expérience de la marginalisation. Très bien, je suis ravie que vous reparliez du thème de cette année, reconstruire en mieux. J'ai remarqué que que le professeur Chambers a acquiescé bien des fois pendant les remarques du professeur Treviranus. Donc, Dr Chambers, est-ce que vous avez des commentaires supplémentaires à faire? Et ensuite, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que cette année vous a inspiré avec la recommandation sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO? Merci beaucoup, merci de me permettre de participer à ce webinaire remarquable. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jutta et Alan ont dit. Nous avons des remarques similaires. Mais c'était le cas avant la Covid également. Beaucoup de stratégies et de processus
qui ont été utilisés pour les étudiants handicapés en classe sont également bons pour la majorité des étudiants en classe. Donc il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit aussi de pédagogie de manière plus générale. Certaines stratégies doivent être étendues, c'est une très bonne idée. Par ailleurs, on parlait de l'expérience des étudiants. Et ici, il y a des universités qui se déroulent purement en présentiel. Et en une semaine, ces universités ont été obligées de changer complètement leur méthode de travail. Donc, il faut faire des recherches autour de cela. Et Utah parlait également de l'accès à la technologie, l'accès aux espaces calmes pour étudier sans avoir des frères et sœurs qui sautent sur vous. Tout cela, c'est très important pour l'expérience des étudiants également. Et pour répondre à votre question sur cette année qui nous inspire pour la suite, eh bien, la fermeture immédiate des systèmes traditionnels, les systèmes qui étaient familiers, eh bien, cette fermeture a provoqué beaucoup de consternation, évidemment. Mais cela a également créé des opportunités de croissance pour les enseignants, pour les cours d'université et pour les étudiants. Cela nous montre la nécessité d'explorer de nouvelles technologies, d'en concevoir de nouvelles, d'avoir des méthodes qui fonctionnent pour toute la classe, d'avoir accès aux ressources éducatives en accès libre. Tout cela est tout à fait pertinent pour l'UNESCO vis-à-vis de la recommandation sur les ressources éducatives libres. C'est vraiment une question d'actualité à l'UNESCO et je crois que beaucoup d'enseignants sont concernés. Certaines ressources sont très interactives, certaines sont extrêmement pertinentes pour les étudiants handicapés, quel que soit leur handicap. Donc, les ressources éducatives libres sont vraiment au premier plan actuellement. Les enseignants essaient de trouver des méthodes pour inclure tous les étudiants de leur classe et ce de manière désespérée. Je reçois sans cesse des appels, des mails de la part d'enseignants qui veulent en savoir plus. Donc, cela ne peut être que bénéfique à l'avenir puisque certains enseignants se forment pour développer leur capacité à apporter des changements durables. Merci. Monsieur Vashkar Bhattacharjee, merci de votre patience. Au Bangladesh, où vous vous trouvez, une personne sur 10 souffre d'une forme de handicap et vous avez dit que vous êtes l'une des 4 millions de personnes au Bangladesh qui souffrent de difficultés de vision visuelle. Alors, comment est-ce que l'éducation a été bouleversée pour les étudiants handicapés pendant cette période de Covid ? Vashkar, je crois que votre micro n'est pas allumé, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup à l'UNESCO de m'avoir invité à ce panel. Je suis très reconnaissant puisque le Bangladesh rencontre beaucoup de défis pour l'éducation des personnes handicapées et vous nous aidez beaucoup. Dans mon pays, le système d'éducation est divisé en 3 espaces. L'éducation spéciale, gérée par le ministère des Affaires sociales. Ensuite, il y a l'éducation réservée aux enfants qui vivent dans des environnements hostiles. Et puis ensuite, il y a l'éducation inclusive. Pendant la situation de confinement, les écoles ont dû fermer à la mi-mars 2020.
there will be a big interruption in the education because there was no experience. Les enseignants n'avaient pas d'expérience dans ce type de contexte. On ne pensait pas que tout serait fermé pendant longtemps. Their books, like printed books, when there is a braille books, lots of books are there. So Et c'était donc difficile puisque les étudiants ont même laissé leur manuel à l'école, par exemple. Mais nous avons essayé d'offrir un soutien aux étudiants handicapés. Vous connaissez l'initiative du gouvernement du Bangladesh pour aider les étudiants handicapés. Je suis également consultant pour le gouvernement en accessibilité, donc je connais les initiatives qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de défis à relever en matière d'éducation inclusive pendant la pandémie. Nous avons donc mis en place plusieurs ouvrages numériques accessibles. Ces ouvrages numériques existaient avant, mais on ne savait pas qu'ils se révéleraient aussi utiles. Nous avons également une chaîne de télévision gouvernementale pour assurer l'enseignement des élèves. C'était extrêmement utile pour les élèves handicapés. Et nous avons également formé les enseignants pour que les cours soient plus inclusifs par le biais des chaînes de télévision. Lorsque les enseignants s'expriment, ils utilisent des textes, des présentations, mais on essaie de faire en sorte que ces présentations soient inclusives. Les enfants handicapés peuvent recevoir une éducation de manière facile. Deuxièmement, beaucoup d'enfants handicapés n'ont pas de télévision s'ils se trouvent dans une zone extrêmement rurale du pays. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place des programmes à la radio. Le bureau de l'UNESCO au Bangladesh a offert un soutien au pays. Nous avons distribué des milliers de smartphones pour que les étudiants handicapés puissent avoir accès aux technologies numériques. Et puis, j'étais lauréat du prix UNESCO en 2018. On m'a donné $20 000 pour assurer l'accessibilité des ressources éducatives au Bangladesh. Et ces ouvrages que j'ai distribués sont maintenant extrêmement utiles. Je suis sûre que vous serez ravis de l'apprendre. Évidemment, le handicap est une question extrêmement diverse. Il y a tout type de handicap. Et les étudiants rencontrent des difficultés diverses et variées, mais au sein de notre système d'éducation, nous les aidons. Merci. Pouvez-vous parler un petit peu plus? Je suis intéressée puisque le maire de Léon a parlé également de cette question. J'aimerais que vous parliez un petit peu plus du renforcement des infrastructures numériques. Vous avez parlé des étudiants qui n'ont même pas de télévision. Alors, au Bangladesh, qu'aimeriez-vous faire en matière d'infrastructures numériques? Quels sont les outils que les étudiants handicapés doivent avoir à disposition? Nous avons déployé des technologies à bas coût, notamment des ouvrages accessibles en ligne. Nous avons développé également des applications grâce auxquelles les étudiants handicapés peuvent lire des livres. Nous offrons des livres sur ce support. 2000 enfants handicapés en 2020 ont reçu ces technologies, en 2019 également. Même si on ne savait pas que la pandémie arrivait, ces supports étaient déjà distribués. C'est très utile pour les enfants handicapés. Il faut innover en matière de technologie, déployer ces technologies au niveau local. Même lorsque la connectivité n'est pas satisfaisante. Il y a des outils très intéressants, par exemple les radios communautaires sur les îles,
ça existe. Même quand il n'y a pas Internet, quand il n'y a pas de connectivité, information. on peut avoir accès à la radio, Radio is not accessible for everyone, such as mais tout le monde n'y a pas accès. Par exemple, les utilisateurs des langues des signes n'ont pas accès à la radio. stop, we need to Mais on ne peut pas s'arrêter. always we need to explore. Il faut continuer à explorer les solutions. To recommend, we need to identify the indigenous knowledge and indigenous Il technology. faut se concentrer également sur les connaissances autochtones qui sont disponibles au niveau local. C'est ce que la pandémie nous enseigne. La pandémie nous enseigne à surmonter les défis, à survivre en temps de difficultés. Et je suis ravie de voir que beaucoup de personnes handicapées utilisent maintenant les smartphones, Internet, les technologies, même avant la pandémie. Même si leur pouvoir d'achat est réduit, le gouvernement leur fournit certains supports, d'autres reçoivent de l'aide de la part des organisations locales, etc. Merci. Monsieur le maire Santillana, vous avez parlé du besoin d'infrastructures numériques et nous venons d'entendre Monsieur Bata Cherjee. En tant que maire, quels sont les besoins en matière d'infrastructures à partir de 2021 et au-delà pour que les personnes handicapées, mais également les autres citoyens, puissent utiliser ces technologies pour continuer à travailler et à apprendre? Nous apprenons au cours de ce webinaire que le défi majeur, c'est d'en finir avec les obstacles technologiques et ensuite renforcer les compétences pour utiliser ces instruments technologiques. Ce que nous avons commencé à faire au niveau municipal, c'est d'investir des ressources pour développer les services dits technologiques. Donc, nous fournissons un accès Internet gratuit, surtout dans les zones rurales. Nous en sommes à 60% de couverture des zones rurales qui dépendent de la municipalité de León. Donc, c'est un service qui est donc fourni à 80 000 personnes, des personnes qui pour la plupart n'avaient jamais utilisé cette technologie. Ensuite, donc bien sûr, 100% d'accès Internet dans notre système de transport urbain depuis lundi. Ce que nous souhaitons, c'est que nos étudiants, les personnes handicapées, utilisent le temps dans les transports ou le temps où ils attendent le bus, eh bien, qu'ils soient connectés, qu'ils utilisent ce temps mort, pour ainsi dire, pour étudier ou pour contacter, utiliser les services dont ils ont besoin. Je suis vraiment fier de cela, car ce service Internet est fourni par les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs qui sont à la charge du système de transport. Ensuite, nous avons un transport spécial et gratuit pour les personnes handicapées. Tous les services que je viens d'évoquer sont financés par le biais de notre budget municipal. Alors, les ressources financières ne sont pas énormes et nous n'avons pas la possibilité de relever l'ensemble du défi, mais en tout cas, nous voulions mettre la main à la pâte et essayer de faire quelque chose, car nous ne pouvions pas être indifférents, fermer les yeux face à ce problème et à ces défis. Nous voulions aider notre population. Et j'espère que nous recevrons de l'aide des autres niveaux de la gouvernance au Mexique. Mais en tout cas, nous avons créé une alliance avec les entreprises locales pour offrir ces services. Autre élément, nous fournissons un service à nos populations pour
éviter des réunions présentielles pour des démarches administratives et bureaucratiques. Nous essayons d'apporter des services, pour ainsi dire, à domicile, sans partir de chez soi, euh, pour les personnes handicapées et pour les autres citoyens. Nous avons des programmes spéciaux pour renforcer les compétences numériques des utilisateurs, des usagers, pour qu'ils puissent utiliser au maximum ces technologies. Et nous avons créé un programme où des jeunes aident d'autres personnes. Euh, la jeunesse est vraiment une force dans notre pays. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait utiliser cette force et leurs connaissances pour qu'ils aident d'autres, et notamment les personnes handicapées. Tout dépendra. Trop souvent, on pense que tout dépend du gouvernement, mais ce que nous voulons, nous, c'est créer cet esprit d'indépendance. Mais c'est vrai que nous devons les aider dans les premiers pas et il nous faut fournir la connectivité qui va leur permettre ensuite de parvenir à cette liberté, à cette indépendance ou autonomie. Donc, nous espérons que cette pandémie va bientôt se terminer, car nous voyons les inégalités qui n'ont fait que s'accroître. Nous avons fait une sorte de diagnostic pour voir quels sont les secteurs dans lesquels il y avait le moins de connectivité. Et nous nous sommes dit, que fallait-il faire pour essayer de résoudre le problème? Ensuite, il a fallu renforcer l'infrastructure, la mettre en place, et nous voulons poursuivre, car nous voulons assurer la mobilité, la connectivité et la sécurité de nos concitoyens. Professeur Treviranus, le maire de Léon a parlé d'Internet gratuit, de connectivité. Pensez-vous que cet Internet gratuit, ça devrait être une sorte de préalable? Et pensez-vous qu'il y a eu un problème, justement, quant à l'accès à l'éducation au cours de la pandémie entre pays développés, pays en développement? Et si oui, pourquoi et comment? L'éducation est un droit et on ne peut parvenir à l'éducation en ce moment que par le biais d'Internet. Et donc, Internet devrait être un droit humain et devrait être mis à disposition gratuitement pour tous. Il est intéressant de comparer justement ce qui se passe dans plusieurs pays. Tout pays qui a développé une communauté plus unie, où il y a moins de disparités, nous voyons que les choses fonctionnent mieux. Les divisions sont moindres. Quelque chose que nous voyons dans plusieurs pays dits riches qui semblent avoir des infrastructures fortes, eh bien, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises et qui imposent l'uniformisation en pensant que tout le monde a Internet, que tout le monde peut utiliser le même type de technologie. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont on peut résoudre les problèmes grâce à la technologie, mais n'oublions pas qu'il y a un risque, c'est quand on adopte une technologie qui ne prend pas en compte la diversité des étudiants. Un exemple, par exemple, des étudiants du monde entier en font l'expérience, les évaluations pour rentrer dans certains programmes académiques universitaires dépendent de systèmes liés à l'intelligence artificielle qui obligent à rester devant une caméra, les mains sur un clavier. Mais si vous êtes handicapé, si vous ne pouvez pas assurer ces deux points-là, vous recevez un 0 puisque vous avez triché. Par exemple, et en plus, beaucoup de ces programmes exigent une très bonne connexion Internet. Il faut des instruments technologiques qui sont souvent chers.
Et généralement, en plus, ça impose une façon d'apprendre. L'une des choses peut-être positives de cette crise, de cette pandémie, c'est que ça nous a donné la possibilité de réfléchir à l'objectif de l'éducation. Est-ce que le modèle éducatif suit le bon cap, étant donné l'avenir du travail qui va être le nôtre, ou surtout celui des jeunes, étant donné nos systèmes culturels. Donc, cette crise nous permet de faire une pause et de réfléchir. De quoi avons-nous besoin? Est-ce que le système actuel, c'est ce dont nous avons besoin? Ça nous fait réfléchir au fait que nous sommes divers et qu'il faut faire attention à cette diversité. Nous avons un système de valeurs inversé où on voit que on pensait que les travailleurs les plus importants étaient tel ou tel travailleur, et avec une pandémie, nous voyons finalement qui sont les travailleurs les plus importants. Donc, nous avons, au cours de cette pause, pendant la pandémie, la possibilité de réfléchir à de revoir beaucoup de choses. L'éducation est censée préparer la prochaine génération. C'est quelque chose qui va nous permettre, il faut parvenir à une solution qui va nous permettre de faire face à cette crise et surtout aux prochaines. Et donc, réfléchissons à comment nous allons éduquer, comment nous adresser aux personnes handicapées. Ce sont les plus vulnérables par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans notre système. Et en plus, ils ont cette expérience de comment survivre, comment faire face à l'inattendu. Eux, ils ont déjà cette expérience. Alors que les personnes qui ne sont pas handicapées, eh bien, découvrent cela avec une pandémie telle que celle du Covid. Une question a été sur le chat qui concerne ce que la professeure Chambers disait sur les sources ouvertes. Mais peut-être, professeur Tate, pourriez-vous fournir un exemple sur ce que sont ces ressources pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler? Il faut que vous allumiez votre micro. Excusez-moi, pourriez-vous répéter ou élargir cette question? Oui, une question a été posée sur les ressources éducatives ouvertes, Open Resources. Pourriez-vous expliquer ce que c'est avec peut-être un exemple? Alors, il y a toute une série de ressources éducatives ouvertes. Alors, il y a eu quelques défis. L'un des problèmes, c'est que tout est en anglais, dans sa grande majorité, même si cela s'améliore au cours des 3 dernières années. Ces ressources sont d'une importance vitale. Il est bon qu'elles soient ouvertes, accessibles, mais des ajustements n'ont pas été faits justement pour les étudiants qui souffrent de tel ou tel handicap. Donc, quand on regarde les directives de l'UNESCO, justement, sur ces ressources éducatives et sur les apprenants handicapés, il faut passer à différentes pratiques. Les ressources éducatives ne sont pas une chose qui existe là-bas, mais il faut parler de l'utilisation de ces ressources. Comment les utiliser, la pratique, pour s'assurer que ces ressources seront véritablement mises à disposition de tout le monde. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces ressources, est-ce qu'il s'agit d'un programme scolaire? Par exemple, si je veux apprendre l'histoire, est-ce qu'il y a un semestre de cours?
beaucoup d'institutions, surtout des institutions de l'enseignement supérieur, ont mis leurs cours en ligne. Et certains de ces cours sont difficiles d'accès, difficiles à comprendre, d'autres plus faciles. Donc il y a des courts et des très simples à comprendre jusqu'aux plus compliqués. Donc, il y a également des opportunités d'apprentissage informel et des millions de personnes utilisent ces ressources. Je pense que c'est un élément remarquable. Et il y a en plus un mouvement contre la marchandisation de la connaissance avec ces ressources qui sont donc mises en ligne gratuitement. Like the fact. Oh, sorry. No, that's okay. So I was just going to say yes. The Open Education Justement, les ressources éducatives font partie de l'apprentissage à distance. Ce n'est pas quelque chose qui est seul. Il y a des logiciels. J'ai une observation. Beaucoup de ces ressources ne sont pas accessibles facilement. Il y a des sites web qui vous permettent de savoir ce à quoi vous avez accès pour savoir également quel type de ressources est adapté à tel ou tel groupe d'étudiants. Il y a des façons de savoir comment faire cela. Il faut de l'éducation pour cela. Il faut former, bien sûr, les étudiants, mais également les enseignants pour l'utilisation de ces ressources. Je sais que les recommandations de l'UNESCO avaient pour but justement de renforcer les capacités à cet égard. Nous avons pris note justement de ce problème qui existe entre l'utilisation qui pourrait être faite de ces ressources et les compétences qui parfois manquent aux enseignants pour les utiliser. Comment y accéder? Il faut bien comprendre la technologie. Il faut s'assurer donc que les personnes qui veulent les utiliser peuvent les utiliser, savent les utiliser. Professeur Treviranus, j'ai apprécié le fait qu'on mette l'accent sur les pratiques ouvertes, car l'autre opportunité, c'est d'utiliser les étudiants, qu'ils créent eux-mêmes du contenu dans les programmes scolaires. Nous travaillons par exemple avec des universités, des peuples autochtones, où les étudiants, justement, font de la recherche pour voir qu'est-ce qui manque dans la connaissance traditionnelle ou autochtone, ou savoir si des connaissances n'auraient pas été perdues. Donc, comment bien connaître telle ou telle ressource. Et je crois que le véritable potentiel de l'éducation ouverte, ce n'est pas que c'est gratuit, c'est surtout que les étudiants, les communautés d'apprenants, les enseignants peuvent participer, peuvent enrichir, peuvent créer des ressources et peuvent aider à présenter de façon différente, que ce soit un manuel scolaire ou ouvert à tous ou d'autres instruments scolaires ou éducatifs. Ce n'est pas uniquement la connaissance des experts. Ces ressources éducatives ouvertes permettent d'affiner les connaissances, de les compléter et surtout peut-être de corriger certains aspects qui ont été mal représentés. Non, je suis tout à fait d'accord avec la professeure Treviranus. Il y a toute une idée autour des ressources éducatives et c'est exactement cela. Nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage des apprenants, mais il faut former également les enseignants et parler des enseignants. Et justement, j'aimerais revenir à M. Batata Chergé et puis ensuite une question pour M. le maire. Quel est votre avis sur ce qui a été dit? Bien sûr, les enseignants ont dû s'adapter aussi, comme les étudiants. Et il semblerait, selon ce que nous disent les autres intervenants, il faut une collaboration entre les étudiants et les enseignants pour que les choses fonctionnent. Qu'en pensez-vous? Ah, votre micro a été muté, monsieur. Pourriez-vous l'allumer?
still cannot hear you. Je ne vous entends toujours pas, malheureusement. Est-ce que vous l'entendez? No. Try unmuting again if you can. Essayez d'allumer de nouveau votre micro pour voir si ça fonctionne. Oh, I still cannot hear you. Non, malheureusement, toujours pas. Okay, you know what I'll do? I'm gonna hold on Ce qu'on va to that. faire, I'd c'est love que to get your je thoughts on that. vous redonnerai la parole après, mais en attendant que nous résolvions le problème technique, je vais poser la question à Monsieur le maire, une question du chat, avec probablement une brève réponse du maire à la question suivante. En ce qui concerne votre ville de Léon, quelqu'un a dit « J'aimerais savoir si des dispositions ont été prises pour prêter des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs portables. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? » En tant que municipalité de l'État de Guanajuato, nous avons un programme spécial justement pour fournir ces instruments, surtout aux étudiants handicapés. Aujourd'hui, le gouvernement de l'État de Guanajuato fournit des tablettes pour tous nos étudiants les plus pauvres, les plus marginalisés. L'accord que nous avons avec le gouvernement de l'État, c'est qu'eux fournissent les ordinateurs portables ou les tablettes et le gouvernement municipal fournit l'accès à Internet. Donc il s'agit vraiment d'un effort conjoint pour essayer de fournir les instruments et les services, et surtout nos étudiants handicapés vont avoir besoin, dont ils vont avoir besoin. Nous ouvrons également l'espace public avec ce type de service pour que nos étudiants handicapés puissent également trouver un enseignant ou quelqu'un qui va pouvoir les aider, une personne un peu spécialiste qui va les aider avec la connexion Internet. Par exemple, à l'heure actuelle, nous utilisons le bâtiment principal de la mairie. Nous utilisons certaines des infrastructures sportives, les transports. Nous ouvrons nos espaces publics pour offrir ces services, pour aider, pour que les personnes puissent avoir accès à Internet. Et bien sûr, par le biais d'un programme spécial, un service éducatif particulier. Mais bon, il y a beaucoup de problèmes et de défis à relever. Il y a un grand nombre d'écoles publiques qui n'ont pas accès à ces services Internet. Donc, pour l'instant, on court vraiment pour essayer de connecter nos écoles, surtout dans les zones rurales, pour qu'ils aient accès à ces services. Merci. Je vais redonner la parole à M. Bhattacharjee en espérant que cette fois-ci, votre micro soit allumé. Non, malheureusement. Est-ce que quelqu'un l'entend? J'espère que ça y est, je pense que vous m'entendez maintenant. Donc, la question concernait le point de vue des enseignants qui ont dû s'adapter. Il ne nous reste que quelques minutes. Donc, quel est justement ce point de vue des enseignants? Et nous conclurons avec une prise de parole de chacun de nos intervenants au sujet des nouvelles tendances en matière de technologie pour les personnes handicapées. Et c'est la question que je poserai à chacun d'entre vous. Monsieur Bhattacharjee.
En tant qu'handicapé, moi, j'ai des difficultés à utiliser certaines de ces technologies. Dans mon pays, il n'y a pas suffisamment d'écoles de formation pour les enseignants. C'est le premier défi. On leur donne la technologie, on leur donne l'Internet, accès à Internet, un téléphone portable, mais ils ont eu du mal au début à utiliser ces technologies. Donc, même s'il y a des opportunités d'apprentissage et d'instruments de ressources éducatives ouvertes, il faut les former, surtout les enseignants handicapés qui font face à encore plus de problèmes. Je pense également aux écoles dites spéciales qui ne bénéficient pas des technologies. Et ça, c'est vraiment l'un des problèmes auxquels nos enseignants ont dû faire face. Autre problème, beaucoup d'écoles dites classiques ont dû dire non, pour ainsi dire, aux étudiants handicapés. Comment faire pour enseigner aux jeunes handicapés alors qu'il y a un confinement? Mais il y a une réflexion qui a été entamée. Quand, par exemple, avec le confinement, on a commencé à évoquer les cours en ligne par le biais des radios communautaires et des télés, il a fallu adapter les contenus. Nous nous sommes dit qu'il fallait adapter les contenus également à tout le monde et notamment les étudiants handicapés. Mais il y a énormément encore à faire. Et mon dernier point, c'est que nous avons besoin d'un concept de conception de tout programme en prenant en compte les handicapés dès le début. Nous n'avons pas, par exemple, de bons manuels scolaires. Donc, il faut un concept d'inclusion dès la conception. Oui. La même question maintenant pour les intervenants, s'il vous plaît, en vous limitant à 1 minute. Professeur Chambers, quelle est la prochaine tendance technologique pour les personnes handicapées? Moi, je vois plus d'intégration, d'inclusion, c'est-à-dire plus de technologies qui vont intégrer les besoins des personnes handicapées. Et il faut donc que cela soit intégré dès la conception, dès le design. C'est ce que disait Vashkar. C'est un concept qui progresse. Pour que, dès le départ, les nouveaux instruments puissent être utilisés par le plus grand nombre. Monsieur Alan Tate, 2 réflexions rapidement, Mélissa. La première, nous devons continuer la lutte puisque pendant la pandémie, les étudiants handicapés ont été trop souvent oubliés. Et ensuite, les étudiants qui ont des problèmes de santé mentale, il faut absolument les prendre en compte. L'isolement lors de la pandémie a supposé des problèmes significatifs pour certaines de ces personnes. Il faut en parler. Professeur Treviranus, j'appuie tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et je crois que la première personne qui devrait être prise en compte pour concevoir les technologies, eh bien, c'est l'individu qui ne va pas l'utiliser, qui n'utilise pas le système actuel. Nous allons concevoir des systèmes qui vont peut-être fonctionner pour les crises à venir, mais n'oublions pas les différences entre êtres humains. Pour l'instant, nous prenons en compte uniquement l'étudiant typique, l'étudiant moyen, mais nous ne prenons pas en compte les différences humaines qui existent. Et ça ne fait que perpétuer la marginalisation et l'exclusion. Donc, nous devons concevoir nos systèmes éducatifs comme un effort de la communauté et ne pas reléguer cela uniquement aux enseignants ou à des services spéciaux, à des enseignants spéciaux pour les personnes handicapées. Non, il faut l'intégration, qu'il soit multigénérationnel. La communauté connaît le contexte des enfants qui y vivent. Donc, il nous faut
participer tous pour s'assurer qu'aucun étudiant ne sera exclu suite à la conception d'un instrument et que tout étudiant atteindront leurs objectifs. Monsieur le maire. L'intégralité, c'est le cœur du problème. Nous devons adopter une approche multidisciplinaire. Nous ne pouvons pas laisser de discipline hors de ces questions. La technologie, c'est une grande opportunité, mais ce n'est qu'un outil. Le principal, c'est de se concentrer sur les individus. Nous devons trouver de meilleures solutions. Comme je l'ai dit auparavant, la technologie est une opportunité formidable pour toucher toutes les personnes qui avaient été laissées de côté par le passé. Il faut donc saisir cette opportunité et en même temps, nous devons demander à différents spécialistes venant de différents milieux de trouver des solutions. Les hommes politiques et les femmes politiques ont beaucoup à apprendre. Nous devons entendre, écouter les spécialistes pour trouver les solutions. Merci beaucoup à tous les panélistes qui ont participé. Merci aux participants. Dans 1 heure, un nouveau webinaire aura lieu. Partagez votre histoire pour le développement, où chaque panéliste partagera son histoire. J'espère que vous allez participer. Pour l'instant, c'est la pause. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à tous. Nice to meet you too. Bye. Bye. Okay. Thank you, Melissa. Hope to see you very soon. Diane, it's a great pleasure to have learned. Lovely to meet you. Yeah, and I wish all politicians were like you. Yes. You give a yes. lesson to our politicians, that would be great. Yes, you're welcome here anytime. Let me say that that is